Les capillaires jouent un rôle essentiel dans les échanges entre le sang et les tissus. Ces échanges sont rendus possibles par plusieurs paramètres physiques qui influencent la diffusion des gaz, des nutriments et des déchets à travers les parois des capillaires. La densité du réseau capillaire est variable suivant les tissus et les organes. Ils forment des réseaux qui sont placés entre des artérioles et des vénules. Alors, le premier paramètre, c'est la pression hydrostatique. La pression hydrostatique correspond à la pression exercée par le sang sur les parois des capillaires. Elle va donc favoriser la sortie de liquide depuis l'intérieur du capillaire vers le milieu interstitiel, donc les tissus environnants. Cette pression diminue progressivement de l'extrémité artérielle à l'extrémité veineuse du capillaire. La pression hydrostatique est le principal moteur de la filtration au niveau de l'extrémité artérielle du capillaire. Deuxième paramètre, la pression oncotique. Donc là, c'est une force qui attire l'eau vers les vaisseaux sanguins. Elle est causée par la présence de protéines et principalement l'albumine dans le sang. Alors imaginons que le sang dans les capillaires contienne des protéines qui attirent l'eau vers elles un petit peu comme des éponges. Eh bien ces protéines ne peuvent pas sortir des vaisseaux, donc elles vont créer une pression qui fait rentrer l'eau des tissus environnants vers le sang. Ce phénomène va aider à équilibrer la quantité de liquide entre le sang et les tissus, évitant ainsi que trop de liquide ne s'accumule dans les tissus et provoque des gonflements. Donc en résumé, la pression oncotique, c'est une force qui empêche l'eau de quitter les vaisseaux sanguins et qui maintient les liquides à l'intérieur du corps. Contrairement à la pression hydrostatique, la pression oncotique attire l'eau depuis le milieu interstitiel vers l'intérieur du capillaire. La pression oncotique reste relativement constante le long du capillaire et favorise la réabsorption de liquide, notamment à l'extrémité veineuse du capillaire. Troisième paramètre, la perméabilité capillaire. La capacité des substances à traverser la paroi des capillaires dépend de la perméabilité de cette paroi. Et comme on l'a vu, il existe différents types de capillaires. Les capillaires continus, qui sont faiblement perméables, et les échanges sont limités seulement aux petites molécules comme les gaz, les nutriments ou les ions. On a les capillaires fenêtrés qui sont déjà un petit peu plus perméables et qui permettent le passage de molécules de taille moyenne comme une petite protéine ou une hormone. Et enfin, on a les capillaires discontinus qu'on appelle également sinusoïdes qui eux sont très perméables et qui vont permettre le passage de grosses molécules et parfois même de cellules entières. Un autre paramètre physique qui va intervenir, c'est la surface d'échange. La surface totale des capillaires dans une région donnée influence directement les échanges. Forcément, plus la surface de contact entre le sang et les tissus est grande, plus les échanges sont facilités. La grande densité des capillaires dans des tissus comme les muscles ou le cerveau va donc favoriser les échanges. On a également le gradient de concentration qui est un paramètre à ne pas négliger. Ce gradient de concentration, c'est le moteur principal des échanges par diffusion. Il représente la différence de concentration d'une substance donnée entre le sang et le liquide interstitiel. Donc les substances diffusent naturellement des zones de forte concentration vers les zones de faible concentration, favorisant ainsi les échanges au niveau des capillaires. On a également la vitesse du flux sanguin, donc qui correspond à la vitesse à laquelle le sang circule à travers les capillaires, ce qui va influencer également les échanges. Un flux sanguin plus lent va laisser plus de temps aux substances pour diffuser à travers la paroi des capillaires. C'est pourquoi les capillaires sont en principe caractérisés par un flux sanguin très lent par rapport à celui qu'on va retrouver dans les artères ou dans les veines. Alors les échanges entre le sang et les tissus au niveau des capillaires résultent d'une interaction complexe entre la pression hydrostatique, la pression oncotique, la perméabilité des parois des capillaires et le gradient de concentration. Ces processus permettent un équilibre entre la filtration à l'extrémité artérielle et la réabsorption à l'extrémité veineuse des capillaires, ce qui va nous permettre de garantir
l'apport d'éléments nutritifs et l'élimination des déchets cellulaires. Alors il faut avoir en tête qu'il y a deux forces qui vont favoriser la sortie des liquides des capillaires. On va avoir la pression hydrostatique capillaire, que l'on note PHC, et la pression oncotique du liquide interstitiel, que l'on note POLI. Et à l'inverse, on a deux forces qui s'opposent à la sortie des liquides des capillaires, la pression hydrostatique du liquide interstitiel, PHLI, et la pression oncotique capillaire, POC. Alors prenons un exemple pour illustrer ces pressions. Dans l'exemple, on nous donne les pressions hydrostatiques capillaires à l'extrémité artérielle, donc 35 mm de mercure. On nous donne la PHLI de 0 et la POLI de 1 mm de mercure. On nous donne également la pression hydrostatique capillaire à l'extrémité veineuse, donc 17 mm de mercure, et la pression oncotique capillaire qui est de 26 mm de mercure. On cherche à connaître l'état des échanges des fluides dans les capillaires. Donc pour ce faire, on doit dans un premier temps connaître la pression nette de sortie et la pression nette d'entrée. Pour les calculer, on va déjà commencer par calculer la pression nette de sortie qui correspond à la pression hydrostatique nette moins la pression oncotique nette à l'extrémité artérielle du capillaire. Donc la pression hydrostatique nette est égale à la pression hydrostatique capillaire moins la pression hydrostatique du liquide interstitiel, ce qui dans notre exemple nous donne une pression hydrostatique nette de 35 moins 0, donc on a une pression hydrostatique nette de 35 mm de mercure. La pression oncotique nette, elle, est égale à la pression oncotique du capillaire moins la pression oncotique du liquide interstitiel, ce qui nous donne dans notre exemple une pression oncotique nette de 26 moins 1. On a donc une pression oncotique nette de 25 mm de mercure. On a dit précédemment que la pression nette de sortie était égale à la pression hydrostatique nette moins la pression oncotique nette. On a donc 35 moins 25, ce qui nous donne une pression nette de sortie de 10 mm de mercure. Ce qui veut dire qu'au pôle artériel des capillaires, la résultante des forces, donc la pression nette de sortie, est positive. On a 10 mm de mercure, ce qui signifie qu'on a une filtration des liquides qui sortent donc du capillaire pour aller dans le liquide interstitiel. Ensuite, on va calculer la pression nette d'entrée. Donc en fait, on va refaire la même chose, mais pour le pôle veineux du capillaire. On a la pression hydrostatique nette qui correspond à 17, la pression oncotique nette qui correspond à 25, ce qui nous donne une pression nette d'entrée de 17 moins 25. Donc au pôle veineux des capillaires, la pression nette d'entrée est négative, on a moins 8 mm de mercure, ce qui signifie qu'il y a une réabsorption des liquides dans le capillaire. L'échange de fluide est égal à la différence de la pression nette de sortie et la pression nette d'entrée. Donc dans notre exemple, il nous reste 2 mm de mercure qui correspondent en fait aux fluides qui ne retournent pas dans le capillaire. Ils ne sont pas réabsorbés, ils vont donc rester dans le liquide interstitiel. Alors comment sont contrôlés le débit sanguin dans les capillaires ? Les sphincters précapillaires sont des petits muscles circulaires qui sont situés à l'entrée des capillaires, à la jonction entre les artérioles et les capillaires. Ces muscles se contractent ou se relâchent pour réguler l'ouverture ou la fermeture des capillaires. Ces sphincters vont permettre d'ajuster le débit sanguin en fonction des besoins en oxygène et en nutriments des tissus environnants. Par exemple, pendant un exercice physique, les sphincters précapillaires des muscles squelettiques se relâchent pour augmenter le débit sanguin et améliorer l'apport en oxygène et nutriments. On a également la pression artérielle qui est un facteur déterminant du débit sanguin. Une pression artérielle élevée peut augmenter le débit sanguin dans les capillaires alors qu'une pression artérielle basse peut la diminuer. Le système nerveux autonome a également un rôle pour contrôler le débit sanguin dans les capillaires. Le système nerveux autonome, donc principalement le système nerveux sympathique, peut moduler le débit sanguin en agissant sur les artérioles.
Le système nerveux sympathique va provoquer une vasoconstriction des artérioles pour augmenter la pression artérielle globale et rediriger le sang vers les organes vitaux comme le cœur, le cerveau en cas de besoin, par exemple en situation de stress. Alors que le système nerveux parasympathique, il va agir beaucoup moins directement sur le contrôle du débit capillaire, mais il va favoriser une vasodilatation dans certains organes, et notamment au niveau intestinal, pendant la digestion.